Comment serait ce monde sans la peur des femmes? Je ne parle pas de la peur soudaine face à un danger qui nous alerte pour qu'on puisse agir. Je parle de cette peur floue et constante qui nous freine, qui nous rapetisse, qui nous emprisonne. Cette peur, elle s'inscrit dans notre corps. Au lieu de prendre notre place, on se rend petite et instable et faible. Ça va jusqu'au point où nous considérons notre corps pas comme une partie entière de notre être, mais comme un ennemi qu'il faut discipliner et combattre à tout prix. Cette peur s'inscrit aussi dans nos relations. Par peur d'être seul, de ne pas être aimé, nous acceptons d'être en couple, en amitié, en famille, là où nous sommes mal aimés. Nous ne protestons pas contre les injustices, que ce soit en public ou en privé, par peur de représailles, et nous reculons nos limites pour accommoder les besoins des autres. Nos propres besoins restent insatisfaits. Cette peur s'inscrit même dans notre langage. Nous mâchons nos mots au lieu de dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et avec des je crois, peut-être, j'ai comme une impression que, on affaiblit tellement notre message que les gens finissent par ne plus nous écouter. Évidemment, cette peur, c'est un fameux obstacle pour prendre une partie égale, une place égale dans la société. Elle nous empêche de devenir les meilleures personnes qu'on peut être, de réaliser tout notre potentiel. Et moi, je me bats contre cette peur. Et je suis arrivée à cette lutte par ma propre peur. Quand j'avais 18 ans, j'ai déménagé pour mes études de ma ville natale en Autriche à Vienne, grande ville que je ne connaissais pas, où je connaissais personne. Et comme toute fille de 18 ans, j'avais envie de sortir, de faire la fête, de m'amuser, de rencontrer des gens, de profiter de la vie. Mais il y avait cette peur, et elle aurait presque réussi à m'enfermer. Et alors, j'ai suivi un stage d'autodéfense féministe. Et un monde s'est ouvert à moi. J'ai découvert que je pouvais faire confiance en mes intuitions, que j'étais capable, que j'avais beaucoup plus de force que je ne pensais, que je pouvais crier, poser des limites très claires. Ça m'a donné un sentiment d'indépendance et de liberté. C'était une révolution. Et j'avais envie de partager cette révolution anti-peur avec d'autres femmes. Et quand, dans mon groupe d'entraînement d'autodéfense, on m'a proposé de devenir formatrice, j'ai tout de suite dit oui. Et pendant 5 ans, à côté de mes études, j'ai donné des stages d'autodéfense pour femmes et pour filles. Et puis, la vie, l'amour m'a emmenée en Belgique. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, capitale européenne, j'étais toute étonnée qu'il n'y avait pas la même chose en autodéfense féministe qu'à Vienne. À Vienne, à l'époque, il y avait déjà 3 différentes méthodes qui étaient diffusées dans tous les quartiers via des structures qui s'appellent les hautes écoles du peuple. Et c'est des bâtiments dans lesquels on organise plein de différents cours pour n'importe qui à prix très démocratique. Et donc, on peut apprendre les langues, l'histoire de l'art, réparer sa voiture, faire la cuisine et se défendre. Et ici, à Bruxelles, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas d'association féministe non plus qui proposait de l'autodéfense. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, j'ai organisé mes premiers stages d'autodéfense à mon propre nom. Et je me suis vite rendu compte pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait une idée un peu bizarre de ce que c'était l'autodéfense pour femmes. Comme je travaille en non-mixité avec des groupes uniquement de femmes, il y avait des gens qui pensaient que forcément ça devait être un truc anti-mec, qu'on allait remonter les femmes contre les hommes et mener à la guerre des sexes. Ou encore, de toute façon, les hommes allaient toujours être plus forts que les femmes, et donc ça ne servait à rien. Ou pire, en apprenant à se défendre, les femmes allaient prendre un faux sentiment de sécurité, prendre des risques et encore plus devenir victimes de violences. Ou encore, apprendre aux femmes à se défendre, c'était culpabiliser les femmes qui avaient déjà vécu de la violence et c'était déresponsabiliser les hommes d'arrêter d'être violents.
J'en revenais pas, j'étais scotchée. À Vienne, ça passait comme une lettre à la poste que Madame Tout-le-Monde fasse son stage d'autodéfense. Et à Bruxelles, c'était une prise de position politique en tant que féministe radicale, haïsseuse d'hommes. Donc, je me suis rendu compte que juste en organisant des stages, ça n'allait pas être assez pour surmonter cette résistance-là. Et que toute seule aussi, je n'avais pas la force pour y arriver. Et donc, avec ma compagne, on a créé l'association Garance. Notre but était double. On voulait d'un côté créer une structure qui puisse défendre l'autodéfense féministe, changer cette image caricaturale. Et de l'autre côté, on voulait former plus de formatrices pour que je ne sois pas la seule à porter le projet. Et on a réussi sur les deux coups, mais comme souvent dans la vie, ça a quand même mis un peu plus de temps que ce qu'on ne pensait. C'est quoi en fait cette autodéfense féministe dont je parle depuis tout à l'heure? C'est une approche globale à la prévention primaire de violences basées sur les genres. Traduction. Prévention primaire, ça veut dire tout ce qu'on peut faire avant qu'un problème arrive pour qu'il n'arrive pas. Donc on ne veut pas juste apprendre comment se défendre contre des violences, on veut qu'il y ait moins de violences. Et les violences basées sur le genre, c'est les violences qui nous touchent différemment, spécifiquement, en fonction de notre position sociale en tant que femme. L'autodéfense féministe a été développée déjà il y a plus de 100 ans, quand les suffragettes anglaises ont appris le jiu-jitsu pour se défendre contre les attaques de la police. Et avec les deux guerres mondiales, cette pratique est tombée dans l'oubli, et quand il y avait la deuxième vague féministe, fin les années 60, les militants devaient tout réinventer de zéro. Elles ne savaient même plus qu'il y en avait avant elles qui avaient fait la même chose. Et elles sont parties de 3 constats. Le premier constat a été qu'en tant que femmes, nous sommes confrontées à des agressions sexuelles, de la violence conjugale, du harcèlement sexiste dans tous les aspects de notre vie, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, à l'école, partout. Deuxième constat, on voudrait bien faire quelque chose contre ça, mais en fait, on est mal préparé. Notre éducation, elle nous pousse à être prévenante, polie, sage, et c'est justement les choses qui ne marchent pas pour se défendre. Troisième constat, déjà à l'époque, il y avait des cours d'arts martiaux, mais qui ne tenaient pas du tout compte de ces spécificités. Et donc, ce qu'on pouvait y apprendre, c'était peu ou pas du tout utile pour la majorité des femmes dans la majorité des situations. Et donc, elles ont pris des techniques simplifiées d'arts martiaux et elles ont, autour de ça, créé une pédagogie qui est basée sur la notion de limite personnelle. Alors, une limite personnelle, c'est cette ligne fine qui sépare ce que j'aime de ce que j'aime pas. Ce qui me fait du bien de ce qui me met mal à l'aise. Ce que je peux accepter de ce que je dois refuser. Et donc, dans l'autodéfense féministe, il s'agit tout d'abord à apprendre à identifier où cette limite se trouve chez moi, chez les autres, de savoir quand cette limite n'est pas respectée, et puis sur cette base-là, on développe des stratégies pour faire respecter cette limite. Un stage d'autodéfense est un espace où on peut donc découvrir, tester en sécurité des outils verbaux, non-verbaux, physiques d'autodéfense. Et c'est aussi un espace où on peut échanger ses expériences. Donc, peut-être je vais me rendre compte, tiens, je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Si je ne suis pas la seule à qui ça arrive, peut-être ce n'est pas de ma faute quand ça m'arrive. C'est un espace où on peut trouver une écoute, un soutien, une solidarité dans le groupe. Maintenant, vous allez peut-être vous dire, Irène, elle nous raconte des carabistouilles parce qu'elle a trop envie de nous convaincre pour qu'on vienne tous en ces stages. Et vous avez envie de vous méfier, il ne faut jamais trop croire les gens. Mais je peux prouver ce que j'ai dit. Depuis une trentaine d'années, il y a des études scientifiques sur l'autodéfense féministe qui démontrent que des femmes qui ont suivi des formations, comparées à celles qui n'ont pas suivi de formation, elles rapportent plein de conséquences positives. Dans ces impacts positifs, on trouve par exemple une meilleure confiance en soi, une meilleure image de soi, une meilleure image de notre corps,
plus d'auto-efficacité, ça veut dire cette conviction que je suis capable, que je peux avoir un impact sur le monde, moins de colère et surtout, moins de peur, beaucoup moins de peur. Et en soi, je trouve que ce serait déjà largement suffisant pour promouvoir l'autodéfense féministe partout, mais il y a mieux encore. Les mêmes études démontrent aussi que les femmes qui ont suivi des stages d'autodéfense, elles savent mieux s'en sortir, elles savent mieux se défendre quand elles sont confrontées à une agression, et après, elles ont moins de conséquences psychologiques négatives. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elles sont moins souvent confrontées à des agressions après une formation que les autres femmes. Donc ça veut dire que l'autodéfense féministe a un réel impact préventif. Nous avons déposé nos statuts en octobre 2000. Et notre premier programme était très modeste, juste quelques stages de week-end en autodéfense, défense verbale. Et avec le temps, il y a d'autres associations qui nous ont demandé de venir faire des animations pour leur public, et comme ça a grandi peu à peu. Pendant 5 ans, on a fonctionné en autonomie, ça veut dire sans financement extérieur, et ça se traduit par beaucoup de travail bénévole à côté d'un travail qui paie les factures. Et puis, en 2005, on n'en pouvait plus. C'était vraiment trop, c'était des semaines de 60-80 heures, les 2 travaux combinés. Et donc, j'ai fait le saut dans l'eau froide, j'ai quitté mon emploi pour pouvoir m'occuper à temps plein de Garance. Et ça nous a permis de mieux nous faire connaître, de trouver des financements et de développer de nouveaux projets. Et donc, depuis 2005, on a pu créer 10 emplois. J'ai pu former 35 formatrices en Belgique, en France et en Suisse. Et aujourd'hui, chaque année, on touche directement avec des animations 1700 personnes par an. En plus de l'autodéfense féministe, on a développé une approche d'éducation par les pairs, pairs AI. C'est une approche où nous formons des femmes à encadrer des groupes de réflexion sur la sécurité avec d'autres femmes. Et donc, les femmes se posent la question, tiens, quand est-ce que je me sens en sécurité? Quand est-ce que je ne me sens pas en sécurité? Pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus à l'aise? Et ces groupes existent aujourd'hui pour des femmes à partir de 55 ans, pour des femmes issues de l'immigration et pour des femmes qui vivent avec un handicap intellectuel. Et voir que c'est une femme comme elle qui mène le groupe, qui est la chef, qui a des solutions à apporter, c'est quelque chose qui donne beaucoup de courage aux femmes. On a aussi un projet qui s'appelle Enfants capables, avec lequel on va dans les écoles primaires où, en parallèle, on travaille avec le personnel scolaire, les parents et les enfants de 6 à 12 ans pour la prévention des violences envers les enfants. Et dans toutes ces animations, les femmes et les filles nous parlent de cette peur qu'elles ont de l'espace public et qui fait qu'elles n'osent pas sortir, qu'elles n'osent pas sortir seules, qu'elles n'osent pas sortir à certaines heures, à certains endroits, habillées comme elles veulent, pour faire ce qu'elles veulent. Et donc, depuis 2012, nous travaillons sur l'aménagement de l'espace public pour le rendre plus rassurant, accueillant et accessible pour toutes les femmes et pour les filles. On fait ça à l'aide des marches exploratoires. C'est un outil d'analyse de genre de l'espace public où, avec un petit groupe de femmes, on va dans un quartier qu'elles connaissent bien et par des questions et des exercices, on fait sortir leurs expériences, leurs ressentis, leurs idées, leurs besoins par rapport à cet espace. Et on communique après les résultats aux responsables politiques et techniques pour que l'espace change. Bon, la plupart du temps, on arrive quand l'espace est déjà fait. Et donc, après coup, on dit ce qui ne va pas dans l'espace. Et ça veut dire que changer encore quelque chose, ça peut être compliqué, ça peut être cher. Ça, les gens n'aiment pas trop. Et c'est pourquoi Namur est vraiment un bon exemple, parce qu'à Namur, on a fait dans l'autre sens. On s'est rendu compte qu'il y avait 4 projets de réaménagement de l'espace public dans le centre-ville, et on a proposé à la ville de Namur d'analyser ces quartiers-là en amont avec les femmes pour que, dans les travaux, on puisse tenir compte de ce que les femmes veulent.
Et donc, pendant 2 ans, on a fait une dizaine de marches avec les Namuroises, en été, en hiver, le jour, la nuit, pour vraiment couvrir toutes les éventualités. On était surtout autour de la gare, à Boumel et dans le quartier caserne. Avec les résultats, on a fait un cahier de recommandations assez détaillé, rue par rue, qu'est-ce qui va pas. On a présenté ça à la commune. Et en septembre 2017, le collège communal a adopté notre cahier de charges et l'a intégré dans le cahier de charges du concours pour le quartier caserne. Ça veut dire que les architectes et les urbanistes qui voulaient répondre à ce concours, qui voulaient participer, ils devaient tenir compte de ce que les femmes avaient dit dans les marches. Et le projet gagnant, Cœur de ville, il tient assez compte de ce que les femmes avaient dit par rapport à l'éclairage, comment organiser les trajets, les chemins, comment rendre l'espace plus transparent pour qu'on puisse anticiper ce qui se passe plus loin, la mixité des fonctions et tout cela. Et nous sommes vraiment très curieuses de voir à quoi ça va ressembler en réalité, parce que c'est une première en Belgique qui a tout un quartier qui va être construit avec l'objectif de diminuer la peur des femmes. Et ma propre peur, je la sens plus souvent. Je pourrais vous raconter que oui, j'ai vécu des petites aventures. J'ai passé 4 mois en sac à dos seule en Amérique centrale. Je passe régulièrement des étés entiers seule dans une cabane dans le bas-fond des Alpes où il n'y a personne, ce genre de choses. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'au quotidien, il y a plein de choses, plein de questions qui ne me tracassent plus. Est-ce que c'est une bonne idée de parler à telle personne que je ne connais pas? Est-ce que je dis quelque chose ou pas quand quelque chose me dérange? Comment est-ce que je vais m'organiser pour rentrer après la fête pour ne pas être seule? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tout ça, ça n'a plus d'importance pour moi. C'est une charge mentale qui a été enlevée de mes épaules, hein, et je sens la différence. Et cette révolution-là, ce soulagement, cette liberté, ça c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à partager. Merci.